Merci de nous rejoindre pour l'actualité de ce 3 mai, 26e journée mondiale de la liberté de la presse. Le Burkina fait un bon 5 points de gagné en un an, désormais 36e sur 180 pays selon le classement 2019 de Reporters sans frontières. S'endormir sous nos lauriers ce 3 mai, nous la célébrons ici au Faso sous le thème médias et élections dans un contexte de crise sécuritaire et communautaire. À suivre également la une ce vendredi, une journée cauchemardesque pour les Indiens. Le cyclone Fani secoue actuellement la côte est du pays. Au moins 1 million de personnes à évacuer d'urgence. Des vents d'environ 200 km/h. Une mer déchaînée de fortes précipitations qui laissent craindre le pire. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue pour ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Le Burkina mène la réflexion sur les missions assignées aux médias en période électorale et le rôle à jouer dans un contexte de crise sécuritaire et communautaire. Dans son rapport 2019, Reporters sans frontières classe le Burkina Faso 36e sur 180 pays, 5e africain et premier en Afrique francophone. De belles performances reconnues par les acteurs ce matin qui notent toutefois la lenteur dans l'application de la convention collective et l'assainissement du cadre juridique et institutionnel. La commémoration de cette journée d'hommage aux hommes de médias est également marquée par le lancement du prix international Norbert Zongo du journalisme d'investigation et le prix de la meilleure journaliste du Burkina. On reviendra plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Nous parlons cette fois de l'énergie, vecteur de développement, vous le savez très bien. Face au délestage, le gouvernement fait l'option du mix énergétique 50 MW du solaire qui seront bientôt injectés sur le réseau de la Sonabel. Sur le terrain, Agreco, la société en charge des installations de ces équipements s'affaire. Les travaux avancent. Constat du chef du gouvernement Christophe Dabiré était ce matin sur le site à Gunguin. Ali Doubadini, Olopoda. Ces conteneurs sont dotés chacun d'un générateur d'une capacité d'1,8 MW et ce sont une trentaine de groupes que la société Agreco a installés ici dans l'objectif d'injecter 50 MW dans le réseau de la Sonabel, la Société nationale burkinabé d'électricité. Une solution d'électricité temporaire qui va pendant 3 ans permettre à la Sonabel d'équilibrer l'offre et la demande. C'est une solution qui vient renforcer les options politiques que nous avons eu à prendre avec le président du Faso, à savoir faire en sorte que, en plus des interconnexions que nous sommes en train de réaliser avec la Côte d'Ivoire, qui nous produit déjà 70 à 80 MW, qui nous injecte 80 MW sur notre réseau, nous avons fini la solution d'interconnexion avec le Ghana et bientôt nous allons avoir près de 100 MW qui vont arriver. Et cette solution va venir compléter tous les efforts que nous sommes en train de faire pour renforcer un peu notre sécurité énergétique. Je pense que c'est extrêmement important et vraiment je voudrais féliciter la société Agreco pour le travail qui a été fait et surtout pour l'utilisation qui est faite des ressources humaines nationales. Parce qu'il y a beaucoup de compétences nationales qui contribuent à la réalisation de ce projet. Environ 50 milliards de francs CFA ont été investis par Agreco, qui selon le contrat a l'obligation de vendre toute sa production à la nationale d'électricité. Une contribution qui va sans doute soulager la Sonabel, engagée dans de grands investissements visant à amoindrir le déficit énergétique. Pour ajouter 50 MW en temps normal, il vous faut au moins 12 à 18 mois. Alors que ce projet-là, nous l'avons complété en moins de 10 mois. Vous imaginez 50 MW en moins de 10 mois, il faut le faire. La vérité, nous avons déjà un investissement de 50 MW qui arrive à Kosodo. Nous avons un projet aussi de 150 MW qui va arriver donc à Ouaga Est.
Et nous avons donc grosso modo autour de 200 MW d'investissements structurels que nous allons ajouter. Donc je voudrais rassurer la population de ne pas s'inquiéter. Ils ne partiront pas sans que nous ayons eu l'investissement nécessaire pour pouvoir garantir une accessibilité à une énergie de qualité, mais aussi à une énergie moins chère. La mise en service de la première phase du projet est prévue pour ce 15 mai 2019. Autre défi, l'accès aux services d'état civil et à la promotion sociale, un droit reconnu à tous. Hélas, certains sont restés à marge faute d'une réelle maîtrise de la dividende démographique. Un consortium d'ONG tend alors la main au gouvernement pour pallier la situation. Les acteurs se sont réunis hier à Kaya. On fait le point avec Maxime Zongo. Dans le but d'accompagner les politiques de développement du Burkina, l'Union européenne, dans le cadre du 11e FED, a lancé un programme dénommé Programme Population. 3 ONG, EDUCO, Terre des Hommes et l'ABBF se sont alors constitués en consortium pour conduire des actions fortes dans ce sens. De façon globale, nous cherchons à stimuler l'offre et la demande en planning familial. Donc, stimuler l'offre veut dire que mettre en place un certain nombre de produits, un certain nombre d'outils, un certain nombre de savoir-faire, renforcer un savoir-faire qui est là, et stimuler surtout la demande pour que les populations puissent aller vers cette offre. En collaboration avec l'Association des municipalités du Burkina, ce consortium propose une intervention qui se repose sur 4 axes essentiels, à savoir la planification familiale, les violences basées sur le genre, la santé sexuelle et l'état civil. Il a été constaté en tout cas un fort taux de croissance démographique et vous saviez que cette situation-là ne favorise pas en tout cas, les actions de développement mises en œuvre dans nos régions. Donc il s'agira principalement d'influer sur la prévalence en tout cas en matière de contraception au niveau des femmes en âge de procréer, d'influer également sur l'enregistrement des faits d'état civil et stimuler en tout cas la fréquentation des centres de santé et de promotion sociale en cas de violence basée sur le genre. L'action dans son ensemble vise à contribuer à favoriser la maîtrise de la dynamique démographique dans toutes ses dimensions. Sont concernés par le projet qui va durer 3 ans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. Pauvreté rime avec difficulté, un obstacle à notre épanouissement. Hommes, femmes et même peut-être des enfants vont retrouver le sourire dans la boucle du Mouhoun. 20 communes de cette région sont en effet bénéficiaires du projet d'appui à la participation citoyenne, à la décentralisation et au développement local. Le PAPSIDEL, officiellement lancé hier. On en sait plus avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Le projet d'appui à la participation citoyenne, à la décentralisation et au développement local PAPSIDEL est lancé ici à Dédougou. Un projet qui vise à accompagner les collectivités territoriales ciblées à améliorer leurs performances en matière de réduction de la pauvreté à la base. Ce projet s'articule essentiellement autour de 4 grands axes. Le premier, c'est d'abord l'aspect planification. Donc, doter les communes de plans locaux de développement en s'efforçant surtout de faire en sorte que ces plans soient élaborés avec une forte implication des populations. Une fois que ces plans sont élaborés, il faut maintenant donner aux communes bénéficiaires la capacité de mettre en œuvre ces plans de façon accélérée. Le troisième volet, c'est la mobilisation des ressources. Donc, nous savons que dans la région, vous avez un certain nombre de sociétés minières, vous avez un certain nombre d'acteurs privés. Donc, nous allons accompagner les communes dans la mobilisation des ressources auprès de l'ensemble de ces acteurs. La 4e composante et la dernière, c'est l'aspect délivrance des services locaux de qualité. D'un coût total de 1,5 milliard de francs CFA, le PAPSIDEL est financé par le PNUD, le Luxembourg et l'État burkinabé. C'est un atelier d'échange et de partage, voilà, sur le contenu du projet. Qu'est-ce que le projet va apporter? Et ensemble, les participants vont arrêter les critères, puisque le projet va intervenir dans une 20aine de communes. Donc les participants, à cette occasion, vont arrêter les critères de sélection de ces communes qui vont bénéficier de cet appui.
Le PAPSIDEL s'exécute sur la période 2019-2021 et intervient dans la région de la boucle du Mohon. Je vous invite cette fois à l'école, vous le savez bien, l'école, lieu d'apprentissage par excellence, éducation, instruction et formation pour un changement de comportement en milieu scolaire. Le concept est tout trouvé, My Green School, pour de bonnes pratiques environnementales dans les établissements. Le concours est à sa 2e édition. Vincent Kenderbogo nous en parle. My Green School est un concours scolaire pour éduquer les élèves à la sauvegarde de l'environnement. Il s'agit pour les établissements scolaires participants de compétir avec des projets qui visent la protection de l'environnement. Au-delà de l'innovation qu'on recherche dans le choix des projets, il y a la possibilité de pouvoir répliquer ces projets ailleurs. C'est-à-dire que ces projets doivent être faciles à répliquer ailleurs, mais également il y a un critère peut-être qui n'a pas été évoqué, c'est que tout au long du concours, le jury va regarder si les élèves maintiennent leur environnement propre. Ça, c'est un critère extrêmement important qu'on a rajouté cette année-ci. Donc ce ne sera pas uniquement une histoire de présenter un projet, mais ce sera aussi avoir un comportement continu dans le sens de la préservation de l'environnement. La question environnementale est une question importante au niveau du ministère, de sorte qu'il y a une cellule au niveau du secrétariat général qui s'occupe des questions environnementales. Donc c'est vraiment une préoccupation, c'est un thème émergent qui est inclus dans tous les programmes d'enseignement. Ce concours est initié par la société pétrolière Vivo Énergie qui veut ainsi contribuer à l'éducation environnementale chez les scolaires. Avec ce lancement, les élèves de 6e à la 3e des 10 établissements participants vont rivaliser d'initiatives pour succéder au lycée Vénégré, vainqueur de la première édition. En sport, handball, le Burkina sera bien au Maroc pour les 12e Jeux africains. Les étalons handballeurs se sont en effet qualifiés à l'issue du tournoi de la zone 3. Mais la chance n'a pas souri aux dames. Elles sont tombées face aux Nigérianes. Le point en image avec Salif Ouedraogo et Daouda Ouattara. Les sapeurs Falcon surclassent les étalons handball dames et s'offrent le pass pour Maroc 2019. On m'a sollicité, je suis venu donner un coup de main, vu ce qu'ils ont fait ce soir. Par rapport à hier, il y a un petit progrès, donc forcément, pour un coach, il est super content, je suis content honnêtement. Galvanisés par leur victoire au match aller 34-29, les Nigérianes entament sereinement la partie. Les étalons dames essayent de résister, mais après 12 minutes de jeu, l'écart est de 5 buts pour le Nigeria. Pendant que les sapeurs Falcon font preuve d'efficacité sur le côté, les étalons dames enchaînent les déchets techniques. 15-12 à la pause pour le Nigeria. À la reprise, Alima Ouedraogo et ses partenaires tentent de relever la tête. Hélas, le bloc défensif du Nigeria est en place. Mieux, les Nigérianes déroulent, creusent l'écart et s'imposent au finish 33-26. C'est une déception parce qu'on croyait vraiment arracher cette qualification. Après avoir joué contre elles hier, on a cru qu'on pouvait en tout cas les affronter et puis arracher la qualification et on s'était préparé pour ça. C'est vrai que lors de la première confrontation, on a relevé des différences tactiques que nous avions bien sûr essayé de corriger. Mais il s'est trouvé que nous jouons face à une équipe très expérimentée et qui physiquement, il faut le reconnaître, était au-dessus de la nôtre. Par contre, chez les hommes, ça passe pour le Burkina Faso. Grâce à leur victoire 34-28 lundi dernier sur les Béninois, les étalons hommes se qualifient en compagnie du Nigeria, vainqueur du Bénin, mercredi soir 35-29. Dans l'actualité hors de chez nous, le Venezuela dans l'impasse, un pays, 2 présidents. Juan Guaidó mobilise la rue. Nicolas Maduro, lui à la tête de l'armée, promet la douleur aux putschistes des traites, dit-il. Reportage. Des soldats totalement acquis à sa cause, des images que Nicolas Maduro entend montrer au monde entier pour prouver qu'il reste encore l'homme fort du Venezuela.
2 jours après une tentative de putsch, le président s'est fondu au milieu des militaires dans une caserne de Caracas. Dans un discours martial, il a promis de chasser les traîtres qu'il accuse de vouloir détruire le pays. Voici le chemin qu'ont tenté d'emprunter les instigateurs du coup d'État. Une guerre civile, mitrailleuse contre mitrailleuse, char contre char, pour que nos frères se tuent entre eux. Voici l'alternative qu'ils proposent pour le Venezuela. La veille, Juan Guaidó, le président autoproclamé, avait réuni ses partisans à Caracas pour une grande manifestation organisée dans la continuité de la tentative de soulèvement amorcée mardi avec une poignée de militaires, mais jusqu'ici sans succès. L'heure est toujours au statu quo et à l'impasse politique, alors que le pays fait face à une grave crise économique. Juan Guaidó maintient le cap, il appelle à la poursuite des manifestations et propose des grèves tournantes qui aboutiraient à une grève générale. Pour faire plier Nicolás Maduro, il tente de s'entourer de personnalités politiques dont Leopoldo López, figure de l'opposition, condamné à 13 ans de prison, mais qui a brisé mardi son assignation à résidence. Il s'est réfugié depuis dans l'ambassade d'Espagne. Ces images montrent l'intérieur de son domicile, totalement sans dessus-dessous. Des fouilles et des pillages réalisés selon des témoins par des membres des services de renseignement bolivariens. Liliane Tintori, l'épouse de Leopoldo López, témoigne. Ils sont si lâches, dit-elle, qu'ils viennent avec des armes, mais ils ont peur des chiens et ils se faufilent par derrière comme des voleurs à l'étalage. La justice vénézuélienne a ordonné l'arrestation de Leopoldo López, qui serait hébergé comme invité dans l'ambassade d'Espagne. Il n'aurait pas demandé l'asile politique. L'inquiétude monte également en Inde. Plus d'1 million de personnes ont évacué. La tempête Fani ravage actuellement la côte est du pays avec une vitesse de vent d'environ 200 km/h. L'Inde a accéléré l'évacuation des personnes menacées par le cyclone Fani. Plus d'1 million d'habitants de la côte Est doivent quitter leur foyer. 800 000 environ sont déjà à l'abri dans des zones sûres. Et il était temps car le cyclone a touché terre ce vendredi dans l'état d'Odisha, au sud de Calcutta. Selon les services indiens de météorologie, la tempête devrait être la plus forte dans la région depuis 20 ans, avec des vents allant de 180 à plus de 200 km/h. Nous essayons simplement d'éviter le plus grand nombre de victimes humaines. Nous ouvrons les centres d'accueil et les fonctionnaires organisent tout, prévoient le lait, tout ce dont les gens peuvent avoir besoin dans les centres d'accueil. Plus de 3000 centres d'accueil ont été mis en place dans des écoles et des bâtiments publics. Les autorités indiennes se tiennent aussi prêtes à larguer des dizaines de milliers de paquets de nourriture déshydratée si nécessaire. Après l'état d'Odisha, le cyclone Fani est aussi attendu dans l'état du Bengale occidental et devrait atteindre le Bangladesh ce samedi. Le pays est lui aussi en état d'alerte maximale. Situation tendue au Bénin, à lire à la une des quotidiens de ce vendredi. Nos confrères reviennent également sur le séjour d'Angela Merkel à Ouagadougou, notamment sa rencontre avec les étudiants à l'université professeur Joseph Kizerbo. Revue de presse signée Vincent Kendrebero. Les titres des journaux ce matin sont en lien avec la visite d'Angela Merkel à Ouagadougou, surtout son face-à-face avec les étudiants. Il faut dire non à la division, titre Citoyen à sa une. Citoyen qui souligne que c'est sans langue de bois que la chancelière allemande s'est entretenue avec les étudiants, comme c'est le cas de sa reconnaissance de la responsabilité de l'Allemagne dans la situation actuelle en Libye, parce que son pays avait voté en faveur d'une intervention militaire en soutien à son allié français. Nous reconnaissons notre part de responsabilité dans la situation actuelle en Libye. L'Union africaine nous avait déconseillé une intervention militaire. Ce sont là les aveux de la chancelière allemande. Il ne faut pas céder aux divisions ethnicistes des terroristes, conseil d'Angela Merkel à ses étudiants et qu'on peut lire à la une du journal Aujourd'hui au Faso. Entre la France et l'Allemagne, il y a eu des décennies, voire des siècles de guerre, mais nous avons pu surmonter nos différends pour créer l'Union européenne, explique Angela Merkel, qui ajoute qu'il ne faut jamais croire qu'une tribu est supérieure à une autre, mais plutôt se mettre ensemble. À la une du journal Le Quotidien, je vous encourage à travailler sur votre histoire, d'avoir la volonté de vous réconcilier et savoir se tourner vers l'avenir. Au Bénin, feu de paille ou fumerolles d'un volcan social qui gronde. L'interrogation est de l'observateur Palga à propos de ces échauffourées des 2 derniers jours à Cotonou. Ce n'est jamais bon signe que l'armée soit appelée en renfort pour un maintien de l'ordre avec à la clé des morts et des blessés.
Maintenant, Patrice Talon va-t-il continuer dans une logique de passage en force avec ses réformes querellées ou va-t-il prendre langue avec l'opposition? Autre question du journal. Pour le pays, la ligne rouge a été franchie et Talon a réussi à faire l'unanimité contre lui et c'est au risque de ne pas terminer son mandat comme le lui ont promis ses adversaires, lui qui avait promis de ne faire qu'un seul mandat avant de se rendre compte que le pouvoir est doux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina.